Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite des mécanismes, des réserves et des réclamations. Alors cette vidéo s'adresse aux présidents de club, aux capitaines et aux assistants des équipes, aux coachs des équipes, aux arbitres et aux joueurs. Le but de cette vidéo est bien d'expliquer, en ayant une lecture réglementaire, les nouveaux dispositifs en matière de règlement des litiges sportifs. Alors ceux-ci ont évolué et ça nous semble important de les expliquer, de les clarifier, car il se trouve qu'on est destinataire de remarques et questions qui nous font penser que beaucoup d'acteurs sont restés fixés sur les anciens systèmes. Alors pour cette vidéo, on s'intéresse aux règles suivantes du règlement sportif général dans les dispositions particulières. Ces règles-là, elles permettent d'expliquer les dispositifs de réserve et de réclamation. Donc on parle de l'article 8 sur le rapport d'officiel de match, l'article 9 sur le déroulement des rencontres, l'article 11 sur les résultats, homologation et classement, l'article 14 qui traite des sanctions, et l'article 15 qui traite des examens et litiges et réserves d'avant-match. Alors, la première règle qu'on regarde, c'est donc la règle 14.2.1 qui concerne le constat initial en cas de forfait. On y lit qu'une rencontre est déclarée forfait sur constat des arbitres, sauf appréciation exceptionnelle, pour les 7 raisons de la règle, en cas d'absence d'une équipe déclarée au préalable, en cas d'absence d'une équipe ou de sa présentation minimum réglementaire, lorsque le coup d'envoi de la rencontre ne peut être effectué après un délai d'attente de 15 minutes, en cas d'absence d'un officiel d'équipe, lorsqu'au début du match, une équipe ne peut présenter sur la piste 4 joueurs de champ et un gardien de but dûment équipé, lorsqu'une équipe ne peut aligner le nombre correct de joueurs, quelle qu'en soit la raison, lorsqu'une équipe à n'importe quel moment de la rencontre est fautive d'un refus de recommencer le jeu, entraînant un arrêt définitif de la rencontre, ou lorsqu'une équipe est responsable de l'arrêt anticipé d'une rencontre. Donc, si on fait un schéma pour essayer de représenter ça, on se rend compte qu'avant le match, il y a des conditions d'un constat initial de forfait. Lorsque ces conditions sont réunies, il appartient donc à l'arbitre et à l'équipe ou aux équipes de faire ce constat initial sur la feuille de match. Il y a des conditions exceptionnelles qui seront étudiées. Si effectivement ces conditions exceptionnelles sont présentes, l'équipe fautive va pouvoir faire un recours auprès de la commission sportive. Celle-ci va regarder les conditions exceptionnelles. Si oui, il y a un report de match. Sinon, on part en forfait. Et s'il n'y a pas de conditions exceptionnelles, on part en forfait. Donc voilà pour l'avant-match, pour le constat initial. Si on continue dans le règlement, on voit l'article 14.2.2 sur le constat différé. Et là, on lit que la commission de discipline et des règlements se prononce pour des forfaits en cas de réserve d'avant-match déposée à l'occasion de la rencontre. Donc la réserve devient un élément important, puisque c'est le dépôt de la réserve qui permet à la commission de discipline de déclarer un match forfait. Donc regardons comment ça se passe. Les conditions sont la participation de joueurs non licenciés ou titulaires d'une licence non valide, la participation frauduleuse de joueurs, la participation de joueurs sur le coup d'une mesure de suspension non purgée au regard du calendrier de l'équipe concernée, la participation de joueurs n'ayant pas respecté les règles relatives aux restrictions de participation, et l'inscription d'un participant à plusieurs fonctions sur le rapport d'officiel de match. Donc la réserve, c'est un élément important du dispositif, des constats différés. Voyons comment ça marche. Le dépôt de la réserve. La règle 15.1.1 du règlement indique la procédure de dépôt des réserves d'avant-match. La feuille de match est le document officiel qui fait apparaître le dépôt de la réserve. Dans la réserve, il est impératif de viser nominativement les personnes. Le principe des réserves veut que les deux équipes puissent démarrer le match en ayant pris connaissance des réserves déclarées. A noter que ni l'arbitre ni la table de marque ne sont en mesure d'entraver la demande de déclaration d'une réserve, mais ils doivent, à l'opposé, enregistrer les réserves, quelle que soit la nature, le motif, l'intention. Un dépôt de réserve ne se juge pas, il s'enregistre.
c'est bien le sens de l'article 8.2 du règlement qui traite de la rédaction du rapport officiel de match. En cas de réserve d'avant-match, celles-ci sont formulées et signées par les deux équipes dans les conditions de l'article 15.1.1, dépôt des réserves d'avant-match, dans la case prévue à cet effet. On précise d'ailleurs, si une équipe refuse de signer la réserve, l'arbitre le précisera sur le rapport officiel de match. La non-signature des réserves d'avant-match ne remet pas en cause la recevabilité de celle-ci. Si on en revient à notre schéma, on voit donc que, en dehors des constats initiaux, on va analyser avant le match les conditions d'un constat différé. S'il y a ces conditions, telles qu'on les a vues au-dessus, alors on se dirige vers une procédure de réserve. Les équipes vont venir annoter la notion de réserve sur la feuille de match. Et le match démarre. S'il n'y a pas de constat différé, on part directement au match. L'article 15.1.2 décrit la confirmation des réserves et toute la procédure liée aux réserves. Alors, la réserve à noter sur la feuille de match, elle se confirme sous 48 heures ouvrées. C'est le sens de l'article 15.1.2. La confirmation se fait par recommandé avec accusé de réception, soit par voie électronique. Attention, allez lire l'intégralité du règlement. La diapositive, elle ne reprend qu'une partie du texte. L'exemplaire de la confirmation doit être envoyé au président de l'association adverse dans les mêmes délais par le réclamant. Pour être recevable, la confirmation doit être signée par le président de l'association ou le capitaine de l'équipe réclamante, si ce dernier est majeur. Et les réserves confirmées font l'objet d'un examen par la commission de discipline et des règlements qui statue, après avoir sollicité les observations du club visées par les réserves, sur la recevabilité, le bien fondé, et prononce, le cas échéant, la perte de match par forfait, conformément aux dispositions de l'article 14.2.2. Le point important de l'article réside dans l'examen de la réserve. En effet, c'est bien la commission de discipline et de règlement des litiges sportifs qui statue sur la réserve, tant sur la recevabilité que sur le bien fondé et le fond. La commission de discipline et des règlements des litiges sportifs prononce le cas échéant, le forfait. Dans l'article 15.1.2 se trouve également la notion de notification de décision et de délai de recours. Alors, il y a une notification qui est envoyée au club. Le club a un délai de 7 jours pour interjeter auprès de la commission d'appel. Et il existe une pénalité de niveau 1 pour le club qui a posé la réserve au cas où celle-ci ne serait pas fondée. Si donc on reprend notre schéma, le match s'est déroulé, les équipes, il y a une saisie de la feuille de match qui est signée par les capitaines et les arbitres et qui est saisie dans le module de résultats. S'il y a une réserve sur cette feuille de match, alors la feuille de match part directement à la commission de règlement et des litiges sportifs. La commission de règlement et des litiges sportifs se prononce sur le forfait, ou alors va inviter la commission sportive à valider le résultat. Il y a un autre cas de constat différé dans l'article 15.2.2. C'est la réclamation d'après-match. Donc là, on voit que ce cas-là, il est pour participation d'un joueur sous le coup d'une mesure de suspension non purgée. Donc il faut bien retenir, avant le match, on écrit des réserves, après le match, on porte réclamation. Alors les réclamations, la commission de discipline et des règlements va se prononcer sur la perte d'une rencontre par pénalité, en cas de réclamation d'après-match formulée. Et les réclamations peuvent être formulées pour les cas de participation de joueurs non licenciés ou titulaires d'une licence non valide, pour la participation de joueurs n'ayant pas respecté les règles relatives aux restrictions de participation, pour une inscription d'un participant à plusieurs fonctions sur le rapport d'officiel, ou pour la participation de joueurs n'ayant pas respecté les règles d'admissibilité prévues par les règlements particuliers des compétitions. Ça, c'est donc l'article 14.3 sur le match perdu par pénalité. Donc, à savoir que la pénalité à ce moment-là n'est plus un forfait mais un match perdu. L'article 15.2 sur les réclamations d'après-match détaille les modalités de réclamation d'après-match. On retrouve donc les clauses limitatives de formulation, le besoin de confirmation de la réclamation dans les 48 heures ouvrées,
qui sont les mêmes délais que pour la réserve, l'obligation de copier le tiers, et la définition de l'organe qui examine. C'est encore une fois la commission de discipline et des règlements des litiges sportifs qui statue. Et on retrouve dans l'article 15.2, comme pour les réserves, les principes de notification et de pénalité en cas de réclamation non fondée. Du coup, si on fait évoluer notre schéma, on voit bien qu'une feuille de match a été saisie après le match, et après le match, il est possible de porter réclamation. Donc, ce sont les équipes qui vont porter réclamation, si les conditions d'une réclamation sont réunies. Et cette réclamation va partir à la commission de discipline et de règlement des litiges sportifs, qui statue soit par la perte d'un match, soit par l'invitation à la commission sportive de valider le résultat. On continue. L'article 14.2.2 propose un troisième cas. Donc le dernier cas qui s'applique pour le constat différé, c'est celui de la participation frauduleuse d'un joueur, pour lequel il n'est ni nécessaire de passer par la réserve et la réclamation. Alors attention, hein, les cas de participation frauduleuse d'un joueur sont des cas graves. Ils sont expliqués dans un article qui définit la notion. C'est l'article 15.3. Alors, parce que il s'agit d'un sujet grave, les règlements permettent à la commission de discipline et des règlements des litiges sportifs de s'auto-saisir à partir d'éléments qu'elle a en sa possession, soit sur demande d'un club tiers. L'article définit d'ailleurs ce qu'on appelle une participation frauduleuse. Sont notamment considérées comme des participations frauduleuses, au sens de l'alinéa A, toute participation obtenue de manière indue par le biais d'une dissimulation, d'une fausse déclaration, d'une fraude telle que la participation d'un joueur sous une autre identité ou avec une licence établie à l'aide d'une fausse déclaration. L'article 15.3 prévoit d'ailleurs que c'est bien la commission de discipline qui peut se saisir. La commission de discipline ne peut se saisir si la rencontre a été homologuée. Elle peut écouter les clubs et sa décision est notifiée. On retrouve ici les principes de notification. Bien évidemment, le club peut également faire appel. Si on fait évoluer notre schéma, on arrive donc, si vous voyez l'information de participation frauduleuse qui est en bas du carré indiquant la commission de discipline, on voit bien qu'il y a une entrée directe, c'est-à-dire que à ce moment-là, les informations arrivent à la commission de discipline se saisit et peut prononcer un forfait sans aucune procédure. Si on continue, on va regarder l'article 9.2.4 sur la vérification de l'admissibilité des participants. Un contrôle de la validité des licences sera effectué a posteriori par la commission sportive Roller-Hockey en cas de réserve d'avant-match, de réclamation d'après-match ou de suspicion de participation frauduleuse de joueurs, au sens de l'article 15.3. Donc on voit bien que le rôle de la commission sportive dans les vérifications de contrôle de validité des licences, elle se fait uniquement dans les cas de réserve, de réclamation ou de participation frauduleuse. Il est donc bien important de comprendre que la réserve et la réclamation sont les seuls déclencheurs d'une procédure, en dehors des cas de participation frauduleuse. Et ce déclenchement de procédure, comme on va le voir dans le schéma, incombe bien aux équipes. Et là, on voit donc sur ce schéma, on ajoute une flèche entre la commission sportive et la commission de discipline pour indiquer qu'il y a bien un contrôle de validité des licences qui se fait par la commission de discipline uniquement dans les cas où les réserves et les réclamations sont arrivées à la commission de discipline. L'article 11.2, quant à lui, décrit la notion d'homologation de la rencontre. Donc c'est bien la commission sportive qui est responsable de l'homologation du résultat. Le règlement prévoit d'ailleurs un minimum de 15 jours avant de pouvoir homologuer les résultats et un maximum de 30 jours. L'homologation est bien définitive et ne peut être remise en cause par qui que ce soit. Bien comprendre aussi donc ce mécanisme d'homologation, puisque entre la fin du match et 15 jours, la commission n'ayant pas la possibilité de homologuer les résultats, ça laisse une période d'ouverture pour remonter les problématiques de participation frauduleuse et à la commission de discipline de traiter les réserves et les réclamations.
Si on regarde le schéma, on le finalise en fait en regardant, en voyant bien que sur les conditions de réclamation et s'il n'y a pas de réserve sur les feuilles de match, on a des noms en sortie de ces étapes-là qui permettent, avec cette flèche bleue, directement de rentrer sur la validation des résultats via ce principe d'homologation par la commission sportive. Et donc nous posons des univers de couleurs sur ce schéma afin de clarifier et de faire apparaître en vert les actions qui sont liées à l'avant-match, en bleu les actions qui sont liées au match, en violet les actions qui vont être liées à l'après-match, et en gris les actions administratives dans le cas des traitements des litiges sportifs qui peuvent mener à des forfaits ou à des matchs perdus. Donc voilà pour les principes généraux. Maintenant, on va utiliser le schéma pour illustrer quelques études de cas. Le premier cas, c'est celui d'un joueur. Il a été suspendu, il n'a pas purgé sa suspension, il joue, l'autre club pose une réserve. Que se passe-t-il? On voit bien, il n'y a pas de condition initiale de forfait, il y a une condition, les conditions d'un constat différé de forfait. La réserve est bien posée par l'équipe sur la feuille de match. Le match se joue. Après le match, la feuille de match est saisie dans le module de résultats. Si réserve sur la feuille de match, ce qui est bien le cas va partir en commission de discipline et des règlements des litiges sportifs. Le contrôle de validité sera effectué par la commission sportive et on statuera en l'occurrence sur un forfait. Le deuxième cas, c'est le cas d'un joueur qui a été suspendu, qui n'a pas purgé sa suspension. Le club s'en rend compte après le match et porte réclamation. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Pas de constat initial, pas de constat différé, avant le match. Donc le match se joue sans le mécanisme de réserve. La feuille de match est saisie dans le module de résultats, et après le match, l'équipe se rend compte de la condition de la réclamation. Porte réclamation auprès de la commission de discipline et des règlements des litiges sportifs. Le contrôle de validité se fait. Le match sera déclaré perdu par la commission de discipline. Le troisième cas, c'est dans l'étude de cas, c'est le cas d'un joueur qui est sous le coup d'une fausse identité. Et la commission de discipline en a informé 10 jours après le match. Que se passe-t-il? Le match s'est joué sans constat initial, sans constat différé, la feuille de match est saisie. Après le match, il n'y a pas les conditions de réclamation, mais on est dans cette période de 15 jours, d'avant 15 jours, qui ne permet pas à la commission sportive de homologuer le résultat. À ce moment-là, la commission de discipline et des règlements des litiges sportifs est informée d'une participation frauduleuse. Le contrôle de validité est réalisé par la commission sportive. Le match est déclaré forfait. Et enfin, le dernier cas qu'on étudie, 1 mois et demi après une rencontre, une participation frauduleuse, ou d'ailleurs tout autre fait lié à une rencontre, est détecté. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien là, on le voit, pas de constat initial, pas de constat différé, le match se joue, la feuille de match est saisie, après le match, il n'y a pas de réclamation, le match est homologué, l'information de participation frauduleuse arrive après l'homologation, la commission de discipline et des règlements des litiges sportifs ne va plus du tout pouvoir agir sur la validité du résultat. En revanche, elle pourra ouvrir un sujet disciplinaire à sa propre discrétion. Voilà, j'espère que ces exemples vous permettent de bien voir et de bien comprendre ces nouveaux mécanismes. Maintenant, on va les résumer. Donc, si tout va bien, on est dans ce schéma-là. Si tout va bien, il n'y a pas de constat initial, il n'y a pas de constat différé, le match se joue, la feuille de match est saisie, il n'y a pas les conditions de réclamation, une homologation après 15 jours de la commission sportive. S'il y a un problème, quel que soit le problème, on va rentrer dans ce schéma-là. Il y a des possibilités de constat différé avant le match, via un mécanisme de réserve. Le match se joue, la feuille de match est saisie, les réserves sont traitées par la commission de discipline et des règlements des litiges sportifs. Après le match, on peut trouver des conditions d'une réclamation. Les équipes vont faire réclamation, ça part à la commission de discipline et des règlements des litiges sportifs. Il y a des contrôles de validité qui s'opèrent entre la commission sportive et la commission de discipline. On part vers des forfaits ou des matchs perdus. Et le dernier cas, si les événements sont remontés trop tard ou ne sont pas remontés par les outils en place, alors on va avoir, comme si tout s'était bien passé, un match sans réserve, sans réclamation, qui part en homologation, et des informations qui arrivent à la commission de discipline après la période de
de validation du résultat, qui permettront ou pas à la discrétion de la commission de discipline d'ouvrir un sujet disciplinaire sans aucun impact sur le score qui est validé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce schéma nous paraît important parce qu'il résume bien les nouvelles dispositions. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à remonter vos questions à la commission sportive. Et merci à tous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.